Alors, bienvenue, professeur Ahmed Insel. Vous êtes ancien professeur de la Sorbonne et le Galatasaray. Et vous êtes à Strasbourg pour parler des antinomies de sécurité de l'État, sécurité humaine, sécurité démocratique. Pourquoi les antinomies? Parce que justement, le concept de sécurité est devenu un concept très courant, très passe-partout et très manipulé d'une certaine manière par notamment les tribuns populistes et en même temps une vraie perception d'insécurité et gagne l'humanité entière, alors que nous vivons peut-être en termes de moyens de sécurisation de base la période la plus puissante pour assurer la sécurité humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité au niveau contre les violences, etc. Nous avons les moyens les plus larges. Et, même militairement. Et militairement. Donc malgré cela, nous vivons une période où nous vivons dans l'angoisse de l'insécurité. Et dans cette angoisse d'insécurité, je crois, ce qui met en péril cette angoisse d'insécurité, c'est la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez? D'où vient cette angoisse alors? D'abord, il y a le changement des repères au niveau organisationnel. Nous sommes sortis des États-nations qui fermaient leur espace de sécurité à leurs citoyens et ils leur donnaient plus ou moins une garantie de visibilité sur le moyen terme. Mais est-ce que c'est parce que nous avons plus d'informations, nous savons un peu plus de ce qui se passe autour de nous? Il y a d'abord l'information. Effectivement, le fait de savoir peut rendre à la fois plus puissant, mais en même temps plus craintif, le fait de savoir. Mais deuxième chose, c'est que la globalisation, c'est-à-dire l'ouverture des frontières, l'ouverture des marchés, sans protection bien conçue pour garantir un minimum de stabilité aux personnes les plus vulnérables, pas forcément les plus pauvres, parfois les classes moyennes, ont exacerbé effectivement ces sentiments d'insécurité, notamment en Occident, parce que je pense que dans les pays en développement, il n'y a pas plus de sentiments d'insécurité aujourd'hui qu'autrefois. Mais c'est surtout, nous voyons le sentiment d'insécurité monter dans les pays développés, alors que ce sont ces pays qui offrent le plus de sécurité peut-être à leurs citoyens. Parce que justement, les grands pays européens, l'Occident en général, vit la globalisation aussi, en tout cas pour une partie de sa population, comme un déclin de ses conditions de vie ou de son statut, tout simplement. Et pourquoi cette peur, cette crainte de la globalisation, mettons en cause la démocratie, par exemple? Parce que dans cette globalisation, et là nous avons les conséquences néfastes des politiques qui ont été mises en place à partir des années 80, qu'on appelle, avec un terme très générique, passe-partout, les politiques néolibérales, mais sont des politiques de généralisation du marché, disons, les communautés de vie, les communautés de travail ont été éclatées. Les syndicats ont été éclatés. Les partis politiques sont devenus des machines électorales et non pas des organisations de rencontres citoyennes. Les entreprises, de plus en plus, ont devenu des lieux d'individuation de travail et non pas de collectifs de travail. Et donc, les personnes qui étaient socialisées dans des communautés de vie, de travail, sont devenus de plus en plus isolés. Et plus on se sent isolé, plus on se sent insécure, parce qu'une des conditions humaines, c'est d'être dans une situation de sécurité avec les autres. Si les autres deviennent étrangers, si votre entourage vous est étranger, vous vous sentez totalement dans l'insécurité. Et je crois que cette perte des espaces de communauté de vie, de travail, cette perte d'organisation qui a été une conséquence néfaste des politiques néolibérales, afin de passer justement, qui ont été mis en place afin de passer les logiques de marchandisation généralisée, ont créé, sous l'appellation de émergence de l'individu, a créé des individus qui ont peur du reste
de leur entourage. Et qu'est-ce qu'ils demandent de leur gouvernement, de leurs autorités dans leur Alors, pays, aujourd'hui, ils demandent d'abord qu'on les protège de l'étranger, qu'on les protège de ceux qu'ils ne connaissent pas, qu'on les protège de la menace concurrentielle des autres. Par exemple, il est très significatif, mais vraiment très significatif, que dans certains pays de l'Union européenne, l'accueil de réfugiés syriens, même en quantité infinitésimale, 100, 200 réfugiés syriens dans un pays de 10 millions d'habitants, de 5 millions d'habitants, crée un sentiment d'insécurité. Alors on voit que là, nous sommes dans une logique identitaire, parce que les identités priment sur les situations de citoyenneté, et les identités sont considérées comme menacées. Mais peut-être c'est une vraie menace si on considère que ces gens portent une autre culture, une autre façon de voir le monde. Peut-être ils ont même des buts pas tout à fait démocratiques en soi-même. Ils ont peut-être raison d'avoir peur de ces étrangers. Alors d'abord, ils peuvent considérer que ces étrangers peuvent porter des cultures différentes, mais en même temps, on peut considérer que l'enrichissement culturel se fait aussi par le mélange. Mais si c'est une question de détruire une culture pour le remplacer avec une autre. Oui, c'est ça. Je pense que la question n'est pas de détruire une culture pour remplacer une autre, c'est de créer des mélanges culturels plus riches. Alors évidemment, on peut considérer que c'est le droit de chacun de dire « je ne veux pas changer ma culture, je veux rester enfermé dans ma culture ». Mais dans ce cas-là, il faut aussi savoir que cette conséquence, c'est l'isolement, cette conséquence est la fermeture sur elle-même, et justement, l'autoritarisme s'alimente de cette fermeture sur elle-même. Parlons un peu, si je peux... Sur soi-même, plutôt. Voilà, parlons un peu de la Turquie, votre propre pays. Est-ce que vous observez les mêmes dynamiques qui se passent dans votre propre pays aussi, avec les réfugiés de Syrie qui sont venus? Non, en Turquie, nous ne pouvons pas dire que l'accueil des réfugiés a créé les mêmes craintes que dans l'Europe. Leur nombre est extrêmement élevé, hein, c'est 2,5 millions, voire 3 millions de réfugiés. Il n'y a pas eu de crainte culturelle. Peut-être, parce que les réfugiés syriens sont musulmans et la population turque est musulmane. C'est peut-être, si les réfugiés syriens étaient chrétiens, je ne suis pas sûr que les Slovaques ou les Polonais auraient les mêmes réactions qu'aujourd'hui vis-à-vis des réfugiés. Oui, oui. Mais c'est quand même un masse. C'est un titre très superficiel quand même de dire que oui, voilà, un musulman et un chrétien, et ça peut être très très différent en soi-même. Ce sont des humains, a priori ils peuvent coexister, mais en Turquie, le problème des réfugiés ne s'est pas posé de la même manière comme un phénomène social. Il y a un accueil relativement satisfaisant. Il y a des frictions locales, évidemment. Forcément, quelques frictions locales, mais par rapport à l'ampleur du phénomène, la question n'est pas devenue dramatique. Mais est-ce que vous observez les mêmes soucis, les mêmes peurs au niveau de globalisation, oui. au niveau de modernisation quand oui, même, modernisation et occidentalisation. L'Union européenne apparaît pour une partie de la population à la fois comme très attrayant, parce que c'est la stabilité, l'opulence, etc., mais en même temps, est perçu comme perte des valeurs traditionnelles de la Turquie et une sorte d'aliénation culturelle. Je ne sais pas si les Grecs avaient ce sentiment quand ils ont voulu adhérer à l'Union européenne, mais en Turquie, adhésion à l'Union européenne apparaît à la fois comme entrer dans le club des riches, la volonté d'entrer dans un club des riches, mais en même temps, le sentiment qu'on va perdre son identité propre. Donc il y a un vrai tiraillement. Mais en plus de ça, la Turquie traverse évidemment des grandes incertitudes, des grands conflits, des conflits sociaux, les conflits culturels entre modernistes et conservateurs, des conflits ethniques entre Turcs et Kurdes, des conflits confessionnels entre les sunnites et les alévites. Et dans tous ces conflits, il y a une minorité. La minorité kurde, la minorité alévite, et maintenant, les modernistes occidentalistes constituent aussi une minorité. Oui. Et ils se sentent aussi très menacés
par cette rouleau compresseur qui traverse la Turquie par le conservatisme. Donc, il y a un sentiment d'insécurité généralisée en Turquie. Et justement, on voit cet contretemps ou ces conflits qui apparaissent justement dans votre métier, le métier de journaliste. Oui. Vous écrivez pour Cumhuriyet, qui était aussi un peu à l'avant-garde de toutes ces frictions entre les oui. approches différentes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en Turquie ? Alors, vous savez, aujourd'hui, la Turquie est un pays pour la liberté de la presse, est un pays qui est au banc des nations parce que avec à peu près 130 journalistes incarcérés, la Turquie est devenue une très grande prison pour journalistes. Mais c'est quelque chose d'historique ou non, ça s'est installé récemment ? Ça s'est accéléré. La liberté de la presse était relativement satisfaisante en Turquie, bien que les gouvernements avaient toujours la possibilité de faire pression sur les patrons de journaux par le biais des relations de clientélisme. Mais depuis quelques années, la liberté de la presse est devenue strictement circonscrite à quelques espaces que le gouvernement laisse pour le moment leur existence. La télévision, en très grande partie, est pro-gouvernementale, contrôlée. La presse écrite, un peu moins. La presse écrite, il y a quelques espaces de liberté des quelques journaux d'opposition. Mais très peu de gens lisent les journaux en comparaison avec la télévision. C'est ça. L'impact de la télévision est incomparable par rapport à la presse écrite. Et l'Internet ? L'Internet commence à se développer, mais c'est quand même une population très particulière, l'Internet. Ce n'est pas la totalité de la population qui est influencée par l'Internet, quoique le gouvernement veut contrôler l'Internet. Dès qu'il y a des événements un peu désagréables pour lui, il met par exemple un ralentisseur dans l'Internet. Ah. Oui. Et c'est le pays où je crois qui a demandé le plus de retrait sur le compte Twitter et Facebook au monde. C'est un pays qui ferme des centaines, des milliers de sites Internet à accès, pas simplement pour la pornographie, mais aussi pour des raisons de censure politique, si vous voulez. Donc, c'est un pays où la liberté de presse est très, très limitée. Ce n'est pas un pays totalitaire. Donc, je ne veux pas dire que la Turquie est un pays où il n'est plus possible aujourd'hui de parler dans un journal d'opposition. Il existe, mais il est très limité et il est toujours sujet à un jour ou l'autre que le gouvernement soit interdise le journal, soit incarcère les journalistes. Mais quel est l'impact de manière arbitraire. Quel est l'impact sur la démocratie alors ? Parce que la démocratie dépend quand même en grande mesure de la liberté d'information, voilà. Liberté d'opinion et liberté d'information. Non, si on regarde la démocratie en termes conditions nécessaires, la seule chose qui existe en Turquie aujourd'hui qui permet de parler de la démocratie, l'existence des élections libres. Les élections sont libres. La participation électorale est très grande. Donc, les élections, jusque-là, étaient propres. Il n'y avait pas de trucage significatif dans les élections. Donc, mais avec un barrage qui discrimine d'une manière totalement non démocratique, un barrage national de 10% qui n'existe nulle part ailleurs, qui discrimine tous les petits partis politiques. Mais néanmoins, les élections étaient... on pouvait considérer en Turquie que les conditions minimales de démocratie existent. Mais ça, c'est les conditions nécessaires. Ce ne sont pas des conditions suffisantes. Les conditions suffisantes, c'est justement la liberté d'opinion, la liberté de presse. Et je dirais aujourd'hui, encore plus grave, la garantie de la propriété privée n'est même pas assurée. Parce qu'il n'y a pas d'état de droit L'état de droit est suspendu. Depuis surtout le coup d'État avorté, l'état d'urgence est pratiqué dans le sens d'une suspension générale de l'état de droit. Les décisions gouvernementales via décret-loi ne sont pas on ne peut pas les contester devant les tribunaux, ni devant le Conseil constitutionnel.
Et ce sont des décisions arbitraires, des décisions administratives qui ont des conséquences directes sur les libertés fondamentales. On peut vous licencier par décision arbitraire du gouvernement, on peut vous mettre en prison avec des arguments extrêmement ténus, ou parfois même, dans certains cas, on saisit, on confisque les biens. Donc du coup, même la garantie de la propriété privée, qui est une base minimale d'une démocratie bourgeoise, si vous voulez, n'est pas totalement assurée. Donc nous vivons... Et bien sûr, cette suspension vient du coup d'État qui s'est établi en Turquie. On est très critiqué en tant qu'étranger de la Turquie de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que les étrangers ne peuvent pas ou ne comprennent pas ce qui s'est passé en Turquie? Si, bien sûr. Je pense que le coup d'État était quelque chose de très grave, le coup d'État était quelque chose de sérieux, mais le coup d'État était éventé. Donc le coup d'État, in fine, a échoué, a avorté, et c'est tant mieux, c'était heureusement. Mais aujourd'hui, le gouvernement utilise l'argument du coup d'État pour aller bien au-delà d'une répression des putschistes et de leur soutien. Il va beaucoup plus au-delà. Il veut totalement utiliser cet argument de coup d'État. La légitimité d'une répression contre les putschistes est devenue la légitimité d'une répression quasiment contre toute opposition. Et le gouvernement a utilisé l'état d'urgence comme un moyen général de répression contre toute opposition. Si le gouvernement était resté dans une logique stricte de lutte, d'éradication des éléments putschistes dans l'armée, dans l'État, l'éducation, dans l'ensemble de l'administration, personne ne pourrait leur dire quoi que ce soit. Évidemment, il y a un coup d'État. Évidemment, il y a des militaires qui ont tiré sur la foule. Évidemment, c'est totalement inadmissible dans un... Mais avec l'échelle de toute cette action, on a vraiment l'impression de l'extérieur qu'il y avait, à certaines mesures, un État dans l'État. On a une parallèle existence de pouvoir C'est vrai. C'est vrai que la communauté Gülen, et nous, dans l'opposition, on décriait ça depuis très longtemps. La communauté Gülen était dangereuse. C'est vrai que la communauté Gülen avait infiltré l'État et surtout les organes les plus stratégiques de l'État, c'est-à-dire la justice, la police. Et on a découvert qu'ils avaient... Ça, on ne savait pas. On savait qu'ils avaient infiltré la justice et la police et on dénonçait. Mais leur infiltration dans l'armée, c'est vrai que moi, personnellement, je ne savais pas. Pas en tout cas autant. Et c'est une confrérie qui était dangereuse pour la démocratie. Comme Opus Dei, à mon avis, est dangereux pour la démocratie parce que c'est une organisation qui, à la rigueur, se présente aux élections et veut prendre le pouvoir, il n'y a rien à dire. Mais une organisation qui veut infiltrer les lieux clés du pouvoir, pas en trichant sur les concours, en organisant des réseaux spéciaux dans la police et dans la justice pour criminaliser les adversaires afin de les éliminer, là, nous sommes dans une perversion totale. Alors, c'est vrai, il faut éliminer ces facteurs. Mais, dans ce cas-là, il faut aussi commencer par remettre en cause les responsabilités de ceux qui ont permis la réalisation de ces infiltrations. Et ceux qui ont permis en grande partie la réalisation de ces infiltrations, c'est le parti au pouvoir et Tayyip Erdogan lui-même, puisqu'ils étaient main dans la main. Et si le gouvernement avait voulu vraiment empêcher l'infiltration de la communauté Gülen dans la justice, dans la police ou dans l'armée, ils auraient pu l'empêcher depuis très longtemps. Alors, est-ce que vous voulez dire qu'on se débarrasse des concurrents au sein de ses propres... Disons qu'à un moment donné, ils étaient en alliance. D'ailleurs, ils le reconnaissent. Ils étaient en alliance. Le gouvernement de Tayyip Erdogan, le gouvernement du Parti de justice et de développement, est co-responsable de l'infiltration de la confrérie Gülen dans l'État. Est co-responsable. Évidemment, la confrérie Gülen est responsable, mais ceux qui lui ont facilité la tâche sont aussi responsables. Après, à partir de 2012-2013, les deux forces commencent à
se rendre, à se confronter, parce que la confrérie gulen veut plus de pouvoir. Et Tayyip Erdogan essaye de limiter leur pouvoir, et il y a une énorme lutte au sommet de l'État, et cette lutte au sommet de l'État va se transformer, dans un premier temps, dans une forme de révélation des dossiers de corruption en décembre 2013 autour de quelques ministres et du fils de Tayyip Erdogan, des proches de Tayyip Erdogan, que le gouvernement va étouffer. Et puis après, in fine, le coup d'État de la part des officiers qui sont gulenistes. Mais cette infiltration aujourd'hui dans l'État, Tayyip Erdogan et parti au pouvoir savent parfaitement les modalités, savent parfaitement la dimension qu'avait prise. C'est pour ça qu'ils ont aussi la facilité de pouvoir sortir des listes Oui, c'était très tout de rapide. suite après. La démocratie. Où est-ce qu'on va avec la démocratie en Turquie maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Et quel est le rôle du Conseil de l'Europe là-dedans? Bon, d'abord, il devient de plus en plus difficile de parler de l'existence de la démocratie en Turquie. On a tendance de plus en plus à parler dans le passé que dans le présent pour la démocratie. C'est un autoritarisme de plus en plus net. Est-ce que c'est un autoritarisme aux couleurs démocratiques? Est-ce que c'est un autoritarisme plébiscitaire? Est-ce que c'est un autoritarisme qui prend une forme dictatoriale? Tout cela, c'est possible pour définir la situation en Turquie. Vous n'avez pas un ressentiment de quelque chose de plus concret? Vous ne voyez pas les tendances qui... La tendance est le chaos. Malheureusement, nous allons vers le chaos. C'est pourquoi il est très difficile. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Le plus probable, c'est que nous allions vers un régime beaucoup plus autoritaire, autocratique, plus qu'autoritaire, un régime autocratique autour de la puissance d'une personne, de l'autorité d'une personne, du pouvoir d'une personne, un régime autocratique. Est-ce que ça tiendra longtemps? Je ne sais pas. Mais la direction que nous avons prise aujourd'hui, c'est aller vers ce régime autocratique. Mais le régime autocratique pourrait être aussi un régime qui produit lui-même les éléments de l'instabilité. L'instabilité économique, l'instabilité politique. Nous ne savons pas le problème kurde, comment va évoluer dans un régime autocratique. Dans un régime démocratique, nous avions l'espoir de résoudre le problème kurde par négociation et par la paix. Dans un régime autocratique répressif, nous ne savons pas ce qui peut se passer. Dans un régime démocratique, nous voyons que l'économie turque pouvait de plus en plus devenir consolidée et il y avait une sorte de résilience de l'économie par rapport aux aléas du pouvoir. Mais d'aujourd'hui, l'économie turque perd sa résilience. L'économie turque devient de plus en plus vulnérable au choc politique, au choc d'instabilité politique. Donc nous ne savons pas aussi ce qui va se passer. Et in fine, je dirais, la région aussi est instable et la Turquie, malheureusement, est engagée dans cette instabilité. Et nous craignons aussi que cette instabilité, l'engagement de la Turquie en Syrie, l'engagement de la Turquie en Irak, fasse aussi importer dans le pays même tous ces éléments d'instabilité, les actions de terrorisme de Daesh, l'exacerbation du conflit kurde, l'exacerbation des conflits culturels. Et le rôle du Conseil de l'Europe là-dedans? Alors, le Conseil de l'Europe a un rôle important de stabilité démocratique, mais de moins en moins, évidemment, le Conseil de l'Europe a une action très importante, surtout via la Cour européenne des droits de l'homme. L'impact majeur en Turquie du Conseil de l'Europe, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Malheureusement, la Turquie est le deuxième pays le plus condamné après la Russie à la Cour européenne des droits de l'homme. Et tout ce qui se passe depuis le coup d'État avorté risque de faire exploser ces statistiques. Donc je suis un peu dans la crainte de voir si ce régime continue dans cette direction, si l'autocratie commence à s'affirmer en Turquie,
le Conseil de l'Europe soit obligé de mettre la Turquie en surveillance dans un premier temps et que la Turquie, par réaction, commence à remettre en cause sa signature dans la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui signifie une rupture avec cet ancrage démocratique qui restait, le dernier ancrage démocratique qui restait pour la Turquie. Le professeur Ahmet İnsel, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Merci.